Voir le process, voir les problèmes. Voilà. Voir le flux de valeur du système et voir les problèmes. Voir les goulots d'étranglement. Voir les goulots d'étranglement. Ouais. La progression, voir la progression. Voir la progression. Rendre explicite. Hein? Rendre explicite. Rendre explicite, afficher les règles d'entrée-sortie. On a parlé de ça. Voilà, etc. Hein, donc c'est juste pour introduire, faire la liaison avec ce dont on va parler là, qui est le management visuel. Donc il y a bien un lien entre le Kanban et le management visuel. Et dans ma présentation, je ne vais pas parler de Kanban, je vais parler de management visuel. Donc vous avez bien vu qu'il y avait quand même un joint entre les deux. Alors, comment est-ce qu'on passe du management visuel à l'OBA? Donc ça va être la progression qu'on va suivre. Et je définirai un peu plus tard ce que c'est l'OBA. Management visuel, donc une définition que j'ai piquée à Koussaïer, c'est l'utilisation de techniques de visualisation d'informations pour gérer le travail. C'est pas de moi. De toute façon, c'est la communauté, ça appartient à tout le monde. Voilà. Donc c'est pas une méthode, hein. Le management visuel, c'est un outil pour mieux gérer notre boulot. Et j'ai rajouté ma petite graine que j'ai piquée ailleurs aussi, qui est gérer, afficher, tout ça c'est vachement bien, mais fondamentalement, le management visuel c'est fait pour voir, ok, voir les règles, voir les problèmes, voir les machins, mais on peut regarder la télé aussi, on voit des choses. Plus que ça, le management visuel, son objectif, c'est de pousser à l'action. Et je dirais que je pourrais m'arrêter là. Si votre management visuel ne vous incite pas à passer à l'action, vous le jetez puis vous recommencez. Ce sera le premier truc important. Et pour moi, c'est le... Si vous avez un truc à prendre en sortant, c'est ça. Ça doit vous faire passer à l'action. Un exemple de management visuel, donc bon, une belle, plein les murs avec de la couleur et tout ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Ça vous évoque quoi? Le goulot d'étranglement. Voilà, Tiananmen. Hein. C'est formule bien connue, le poids des mots, mais le choc des photos. Ça, c'est bêtement du cerveau humain. Dans le cerveau humain, c'est une boîte noire, hein, on a un certain nombre de manières d'acquérir de l'information sur le monde extérieur. La PNL parle de nos 5 sens en parlant du VACOG. Il y a des gens pour qui c'est familier ça? Ouais, donc ils vont m'aider. V, visuel, A, auditif, K, kinesthésique. Ouais, c'est plus dur celui-là, je dirais. K, kinesthésique, donc c'est toute l'interaction avec le corps, hein, tout ce qu'on ressent au travers du corps. O, olfactif. Et le dernier, gustatif, hein, le G. Bon, là-dedans, donc il y a un sous-ensemble qui est prédominant, c'est le VAC, visuel, auditif et kinesthésique, le mouvement, le corps, la proprioception, tout ce qui va autour de ça. Et là-dedans, dans le VAC, il y a encore un sens qui est prédominant sur les autres, c'est le visuel. 15%. Ouais, pas mal, on va dire, un peu beaucoup. Et qui est de plus en plus prédominant, parce que vous savez que vous êtes des mutants, pas moi, parce que moi je suis vieux, mais vous, les jeunes, vous êtes des mutants. Et de plus en plus, vous êtes à prédominance visuelle. Les écrans contribuent à ça. Alors on va vérifier si ça marche. Est-ce que vous pouvez trouver les intrus dans ces listes-là? Jambon 2 fois. Jambon 2 fois. Ouais. Bon. Combien de temps? On n'a pas mesuré, quelques secondes. Est-ce que vous pouvez trouver les intrus? Ouais. Vous voyez là? Ping. Hein, donc c'est toute la différence. Quand on veut faire passer l'information, si on a de l'information, notre cerveau fonctionne par reconnaissance de motifs, hein, reconnaissance de patterns. Et notre cerveau est super efficace pour reconnaître des motifs. Visuellement, il est très très capable, comme ça, très rapidement, de trouver des différences, de trouver des similarités, et derrière, de vous donner l'information pour que vous puissiez agir. Donc ça paraît intéressant, cette histoire de travailler avec le visuel, et de se poser la question, comment privilégier ce sens-là dans notre travail. Alors, moi je pose pas mal de questions, donc la
la suivante, c'est est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les 3 piliers de Je n'avais pas Scrum? vu ce slide. Comment? Je n'avais pas vu ce slide. T'as pas révisé avant? Il n'a pas eu le temps de le censurer. C'est quoi Scrum déjà? Alors, est-ce que vous connaissez les 3 piliers de Scrum? Transparence. Ouais. Et transparence, c'est quoi? Est-ce que c'est être transparent, on ne voit pas? C'est pas je me tiens sous le tapis. Montrer toutes les infos. Ouais, transparence, c'est ça, c'est la visibilité. C'est rendre tout visible. C'est dans ce sens-là qu'on parle de transparence. Pourquoi la transparence? Pourquoi la visibilité? Deuxième pilier. Inspection. Inspection, pour pouvoir voir, une fois qu'on a rendu les choses visibles, on peut voir, on peut inspecter, on peut regarder là où on en est, mesurer les écarts, et qu'est-ce qu'on fait derrière? Adaptation. On passe à l'action, on s'adapte. Donc vous voyez qu'au cœur de Scrum, on a bien cette idée qu'on rend les choses visibles pour pouvoir passer à l'action. Et ça sera tout pour Scrum. Ça va? Au niveau du quota, c'est bon? Donc c'est ce que vous retrouvez ici, hein. Transparence, visibilité, inspection, décision. Et donc c'est là où va intervenir notre management visuel pour faciliter tout ça. Et derrière, on va construire des boucles d'apprentissage qui seront notre moyen de nous adapter à la réalité. Une autre manière d'introduire cette notion de management visuel et d'intérêt d'afficher des choses, ça c'est exactement le lien avec ce que disait Pascal tout à l'heure. Ça vient d'un bouquin, mais c'est l'échelle de comportement, c'est un modèle assez utilisé dans le coaching. C'est l'idée que par rapport à un problème, on a une série d'étapes avant d'arriver éventuellement à inventer des solutions. Vous voyez, ça c'est tout en haut. Mais avant d'arriver là, il y a une première étape qui est, en général, on n'a pas conscience du problème. Puis une deuxième étape, c'est qu'on refuse de voir le problème. Puis ensuite, une fois qu'on a pris conscience du problème, qu'on a accepté de, ouais, il est bien là le problème, je ne peux pas tourner autour, on va attaquer les autres, mais là on est déjà, ça y est, on commence à travailler avec notre problème. Le management visuel, il se situe, je vous l'ai mis en orange là, il va vous aider à faire ça. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, il faut d'abord rendre visible ce qu'on est en train de faire, et ensuite les problèmes qu'on a à faire ce qu'on est en train de faire. Donc on est bien tout en bas de l'échelle, et c'est les premières étapes pour le passage à l'action. Donc le management visuel, alors je vais revenir encore un petit peu à Scrum, hein, c'est-à-dire qu'en agilité, souvent, on va être sur des choses assez basiques, donc on va commencer par là. L'idée, c'est que si ça reste de l'information, c'est pas suffisant, hein, vous commencez sans doute à comprendre le truc. Il va falloir passer de l'information non seulement à l'action, mais à une action qui soit collaborative, sinon on ne va pas parler d'agilité. Agilité, hein, c'est les interactions entre les gens, les interactions avec le système. Pour que les personnes qui voient le problème puissent passer à l'action, il y a un certain nombre de prérequis, dont un important, qui est la latitude d'agir, la permission d'agir. Si vous n'avez pas la possibilité de vous auto-organiser pour résoudre le problème, vous allez voir le problème, vous allez dire il y a un problème, quelqu'un d'autre va le gérer. Puis vous allez retourner faire autre chose. D'accord? Donc il faut que ce soit de la responsabilité de l'équipe de s'organiser pour résoudre ces problèmes. Donc le management visuel, c'est aussi un outil qui suscite l'action par l'auto-organisation. Il y a un petit schéma qu'on pique au Lean, il y a en particulier nos collègues d'Opéra et Partners, chez qui j'ai piqué ça, qui, moi, résume complètement ce qu'est le management visuel pour moi. C'est voir ensemble, agir ensemble et apprendre ensemble de ce qu'on a fait ensemble pour résoudre notre problème. Et là, on est dans l'amélioration continue sur laquelle tu bouclais à la fin. Et donc ça se match tout à fait bien avec Kanban, mais il y a pas, on peut l'utiliser bien sûr hors Kanban. Alors le quoi? Donc le quoi, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent en agilité, quand on pense management visuel, on pense à ça. Hein, le tableau agile, souvent, c'est un progress board qui en Scrum est centré sur le sprint en cours, sur l'itération en cours, qui commence avec la planification de l'itération, le travail qu'on a à faire, qu'on met à jour au minimum lors de la réunion quotidienne. Ce qui est terminé, ça va nous servir à alimenter la revue d'itération et sprint preview. Donc ça, c'est ce qu'on voit fréquemment. Je dirais que c'est le niveau 1 du management visuel en agilité. Ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin que ça. Alors déjà, si on fait ça, on est surtout orienté voir ce qu'on est en train de faire dans notre fenêtre de tir.
sur l'itération en cours. Il y a déjà une première interrogation, un premier niveau de réflexion qui est de dire, ok, visualiser c'est bien, partager avec l'équipe c'est bien, mais qu'est-ce qu'on est en train exactement de visualiser? On est en train souvent de visualiser la progression. Cool. Mais est-ce qu'on est en train de visualiser ce qu'on appelle le challenge? Le challenge, c'est ce qu'on a à réussir dans ce sprint. On voit qu'on avance, mais on avance vers quoi? Si on ne le voit pas, comment est-ce qu'on saura qu'on est en train de s'écarter? Donc c'est là qu'on va rajouter, par exemple, des burden charts, mais tout autre type d'information qui va nous dire est-ce qu'on est en train de réussir notre challenge, en Scrum, notre itération, mais ça peut être toute autre chose. Est-ce qu'on est en train de réussir? Notion de challenge. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de réussir? C'est ce qu'on appelle les impedimenta. Alors c'est un mot français que j'aime beaucoup, qui traduit un mot américain qui vient lui-même du latin, donc ça reboucle, hein, tout ça, qui s'appelle impediments en anglais. C'est quoi les impediments? C'est des obstacles. C'est plus que ça, justement. D'où l'intérêt de... C'est ça, ouais. C'est-à-dire que ce que j'explique souvent, c'est que les obstacles, c'est ce qu'on met devant, qui nous empêche d'avancer. Et ça, on le voit, parce que c'est devant. Donc ça, on arrive assez bien, en fait, à les identifier et à les gérer. Mais ce qui nous emmerde, et c'est l'intérêt de l'impedimenta, parce que ça prend aussi cette notion-là, c'est les boulets. C'est ce qu'on a derrière, ce qui nous freine, ça ne nous empêche pas d'avancer. Et on s'habitue, parce qu'on est habitué à avancer doucement. Et on ne les voit plus. Et tout le boulot du management visuel, ça va être de dire, mais vous n'avez pas que des obstacles devant vous, vous avez aussi des freins qui vont vous ralentir dans votre progression. Et là, déjà, on est en train de passer à un autre niveau. On est en train d'afficher la progression, mais aussi de se poser la question, est-ce qu'on voit ce qui est en train de nous ralentir? Donc bien sûr, on va commencer par rapport simplement à un item, à visualiser les étapes, et puis à avoir une notion de blocage. Donc ça, c'est ce qui est devant, les obstacles, à gérer les obstacles. Donc on va commencer à enrichir notre tableau de progression avec déjà en rajoutant une liste des obstacles, ce qui nous empêche d'avancer. Des fois, c'est assez violent. Hein. Quand on commence à faire ce travail-là, ça rougit. Mais là, on sait quel est notre challenge. Notre challenge, il est d'arriver à dépiler tout ça. Comment est-ce qu'on fait? Donc, comment est-ce qu'on fait un tableau, un management visuel? Comment on s'y prend quand on veut commencer? Récemment, dans une émission où j'interviens, il y a quelqu'un, entre deux interventions de ma part, j'aurais parlé de management visuel, j'aurais dit, bah, il faut y aller les petits gars, j'aurais expliqué un petit peu le truc. Et je reviens, donc tout fier, on dit, ouais, on a mis ça. C'est beau, il y a de la couleur. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a comme information ici? Qu'est-ce que vous voyez? Un calendrier. IT, c'est itération. Donc vous voyez dans quelle itération on est. Et vous voyez combien d'itérations il nous reste. Et là, c'est en rouge. Il faut bien nous montrer que là, attention, danger. Rouge, il y a une symbolique. Qu'est-ce qu'on affiche? Quel est le message qu'on est en train de faire passer? Comment? On a mis parcours, ouais. Il faut respecter les délais. Il faut respecter les délais, ouais. C'est cette notion-là. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de moyens. D'accord? L'itération, c'est un moyen d'atteindre un objectif. Mais nulle part là-dessus n'est mentionné quel est l'objectif qu'on a à atteindre. Et ça, c'est extrêmement anxiogène. On est en train de vous dire, attention, le compte à rebours a commencé, les gars. Et rouge, ça va péter. Mais qu'est-ce qui va péter, vous ne savez pas. Donc faites extrêmement attention dans l'information que vous rendez visible. Quel est le message que vous transmettez avec cette information-là? Et là, on n'est pas en train de répondre justement à quel est notre challenge. Notre challenge, en l'occurrence, cette équipe-là a construit un produit. Quel est le produit qu'ils ont à construire pour le 11 mars 2015? Donc j'ai posé la question à cette équipe, j'aurais demandé, mais qui a affiché ça? Chef de projet. On ne se refait pas. Donc, clairement, le management visuel va en dire beaucoup sur votre manière de considérer le travail autour. Alors ensuite, je vous ai donné un petit peu des recettes de cuisine. Hein. Par exemple, celle-là, qui vient de Hakan Force, le petit gars qui joue avec les Lego. Hein. C'est un plaisir si vous avez l'occasion d'aller voir une session de ce gars-là.
c'est un bonheur. Donc il vous donne des recettes sur le management visuel. Quel est le travail qui est à faire? Donc vous voyez que c'est bien différent du slide d'avant qui était quels sont les moyens pour faire le travail. Comment est-ce que ce travail devrait être fait? Quel est le process? Quel est normalement le résultat attendu? Quels sont les problèmes qui sont montrés? Quel est l'écart? C'est-à-dire ce qui n'est pas normal. Est-ce que votre management visuel vous montre à tout instant l'écart, ce qui n'est pas normal, ce qui est en train de se passer? À partir de là, on retrouve la notion de flux au cœur de Kanban. Qu'est-ce qui empêche le flux d'avancer? Et c'est là qu'on va identifier par exemple le goulot d'étranglement dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que chacun sait ce qu'il a à faire par rapport aux problèmes qui sont en train d'être rendus visibles? Et est-ce qu'on est en train justement d'atteindre notre challenge, qui est d'atteindre des résultats métiers, de procurer de la valeur métier? Donc ça c'est en résumé un ensemble de critères assez intéressant. D'autres critères pour évaluer votre management visuel, ça peut être de dire, déjà, est-ce que c'est univoque? C'est-à-dire, est-ce que si vous affichez les toilettes, les garçons vont au bon endroit, les filles vont au bon endroit? Est-ce que tout le monde est capable de comprendre le sens de ce qui est affiché? Donc c'est des tests à faire. S'il y a des gens pour qui ça donne lieu à interprétation, et que cette interprétation diffère suivant les personnes, vous avez un gros problème de management visuel. Donc, univoque. Deuxième critère, est-ce que votre management visuel est visible? C'est l'air tout con, mais j'ai connu des équipes qui mettaient leur management visuel dans une salle où personne n'allait jamais. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'afficher là où ils étaient, où ils travaillaient. Ça limite un peu l'intérêt. Troisième critère, est-ce que votre management visuel est interactif? Pourquoi? Souvenez-vous, il faut passer à l'action. Donc si déjà votre management visuel n'est pas interactif, ça ne va pas vous encourager. Et souvenez-vous aussi, on a parlé du VAC. Dans le VAC, il y a le K de kinesthésique, qui est bien se mettre en mouvement. Kiné en grec, c'est mouvement, kinéma. Et l'idée là, c'est bien, est-ce que mon management visuel va me permettre de mettre en mouvement, va m'inciter à une action? Si c'est simplement une télé, en mode télé, on s'assoit, on regarde. Et ça, c'est un problème. Notre management visuel doit encourager l'apprentissage collectif. Alors là, je vous ai mis aussi un certain nombre, je vais vous les passer rapidement. Visualiser le processus, les règles, la performance, surtout des choses qui étaient évoquées avec Kanban, pour que l'équipe s'approprie. Visualiser les écarts de performance. Et disposer d'un support simple et évolutif. Un management visuel doit servir à vous montrer le problème courant. Une fois que ce problème est résolu, vous faites évoluer le management visuel parce qu'il y aura d'autres problèmes. Vous ne continuez pas à afficher tous les problèmes que vous avez eus dans le passé. Sinon, au bout d'un moment, vous ne verrez plus rien du tout. D'accord? Donc, il est très important de pouvoir faire évoluer facilement votre management visuel. Autre règle pour pouvoir faire améliorer votre management visuel, c'est les 3 U. C'est un truc assez connu. Ça, c'est le U comme utile. Est-ce que l'information qui est affichée sert à quelque chose? Sinon, vous déchirez, vous mettez à la poubelle. C'est pas la peine de garder. Dans ce cas-là, du visuel qui n'est pas utile, c'est de la pollution. Donc il faut s'en débarrasser. Un management visuel, on va toujours le challenger pour dire est-ce que ce qui est affiché est encore utile? Sinon, je l'enlève. Vous pouvez faire le test, de temps en temps, moi je le fais avec mes équipes. J'enlève des trucs et si personne ne râle, Deuxième critère, utilisable. Donc ça rejoint management visuel qui est dans une salle où personne ne peut aller. Est-ce que l'information est utilisable? Troisième critère, est-ce que c'est réellement utilisé? Et là, il y a une question que vous retrouverez tout à l'heure sur un autre des slides que vous pouvez poser de temps en temps à votre équipe. C'est de dire, quelle est la dernière chose que vous avez appris en regardant votre management visuel? Et ça date de quand? S'ils vous disent il y a 2 ans, vous avez peut-être un problème aussi. D'accord? Donc de temps en temps, ça vaut le coup de checker ça. Quelle est la dernière chose que vous avez appris en utilisant votre management visuel? Autre conseil que je trouve particulièrement important, c'est soigner les apparences. C'est-à-dire, le management visuel, s'il est tout pourri, personne n'aura envie de le regarder. S'il est esthétique,
s'il est agréable, s'il est aéré, on prendra plaisir à le regarder et du coup on l'utilisera. Donc il y a un souci de la personne qui est en charge du management visuel d'essayer toujours de l'améliorer, hein, de le rendre le plus attractif possible. Plein de choses que je vous raconte, vous pouvez les retrouver, là c'est petits moments de pub, mais c'est une pub gratuite donc ça marche bien. Dans un petit bouquin qu'on avait coécrit avec donc 5 coachs agiles, 5 coachs lean, qui est le petit guide du management lean à l'usage des équipes agiles, c'est en libre téléchargement, hein, donc il n'y a pas de droit d'auteur, de machin là-dessus, mais vous allez retrouver tout un chapitre sur le management visuel où vous retrouverez certains des concepts qui sont évoqués là. Donc en particulier les questions que vous pouvez vous poser pour checker votre management visuel. Ok, là vous avez déjà pas mal de choses, mais on peut encore aller plus loin. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Ben, on va commencer en fait à avoir envie d'afficher d'autres choses que simplement la progression de notre itération. On va avoir envie d'afficher en fait ce qui nous intéresse pour réussir notre projet. Et petit à petit, on va agrandir notre espace de visualisation. Vous voyez que petit à petit, on commence à prendre tous les murs, à rajouter, à occuper les armoires, on prend tout l'espace disponible parce qu'on a de plus en plus d'informations. Ça peut être les risques, les congés, les absences, c'est-à-dire des trucs aussi cons que ça. Combien de projets patinent parce que les gens ne savent pas dans les équipes qui part en vacances et que du coup on dit ah, je pensais pouvoir finir ça mais machin il est parti en vacances et du coup je suis en attente, je ne pourrais pas finir ça dans le sprint. Simplement des fois d'afficher l'information. L'information est liée quelque part, elle est dans un logiciel quelque part. 3U, elle est utile. Utilisable, c'est déjà plus questionnable et elle n'est pas utilisée en tout cas. Donc là, on est vraiment dans le contextuel, il n'y a pas de règle, c'est l'information qui vous est utile pour votre projet. Un exemple, donc on retrouve une approche Kanban, hein, des gens qui se posaient la question, c'est dans le Lean IT, ça. On a des projets, on a des nouveaux projets qui arrivent, est-ce qu'on a la capacité ou pas de les prendre? Donc on n'est pas dans de l'informatique, on n'est pas dans du développement. On est simplement, on a besoin de voir est-ce qu'on est en capacité ou pas de prendre des projets. Donc ça se résout avec un management visuel. Quelles sont les questions sur lesquelles on veut des réponses? Et on travaille pour afficher ça. Et petit à petit, on arrive à voir notre capacité. Donc là, progressivement, on change de simplement voir l'itération à commencer à voir notre système comme on l'expliquait tout à l'heure sur le Kanban, donc à visualiser nos états, à tracer à la fois donc, les états en général, on peut le faire l'inverse, mais on les visualise souvent en termes de colonnes, avec des files d'attente. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des swim lanes, c'est-à-dire des canaux de nage, je sais pas comment on dit, des lignes de nage, voilà. C'est-à-dire qu'on va pouvoir distinguer, par exemple, des classes de service, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça va avoir sa représentation visuelle. Ici, par exemple, la classe de service, elle est toute simple, c'est que enfin, c'est pas une classe de service, ici c'est simplement voilà ce qui est prioritaire, ça on s'engage dessus, si on a le temps on fera ça. Pourquoi? Parce que là on avait plein de blocages qui faisaient qu'on était obligé d'avoir un buffer pour les piocher dedans dans ce cas-là. Si vous montrez ça à David Anderson, il fera la tête, il aura une mine dégoûtée, et il vous dira c'est pas un tableau Kanban, hein, c'est un proto-Kanban. Et il fait très bien la mine dégoûtée, David Anderson. Il l'a fait tout le temps d'ailleurs. On ne tweet pas. Le proto-Kanban, pourquoi? Qu'est-ce que c'est le proto-Kanban? C'est qu'on commence à afficher des états, des étapes, mais il nous manque des critères qui sont jugés essentiels pour qu'on puisse parler d'un tableau Kanban au sens de la méthode Kanban. C'est quoi ces critères qui manquent? Comment on franchit une étape? Comment on franchit une étape? Les règles? Ok. Quoi d'autre? Les limites. Les limites. Ah. Effectivement. Donc, c'est les deux premières étapes pour évoluer vers du Kanban, c'est de rajouter les limites, les règles qui soient visibles par tous, qui permettent une compréhension partagée et qui affichent des règles d'escalade. Hein, comment est-ce que l'équipe va pouvoir résoudre son problème si le problème il est externe à l'équipe? Definition of done, par exemple, c'est un exemple de règle. Ok, donc on commence à avoir beaucoup d'informations, on visualise notre système de production de valeur. Là, il commence à être temps d'organiser nos vues.
objectifs, les règles, la vision, on peut avoir des prototypes, on peut avoir des choses comme ça. Donc on commence à avoir des espaces dédiés dans notre management visuel. Et c'est là où on peut commencer à parler de ce qu'on appelle l'OBEA, qui est encore un mot japonais, hein, comme le Kanban, l'OBEA. L'OBEA, c'est quoi? C'est la grande salle, c'est le cockpit. Donc c'est le lieu qui va nous permettre de piloter le projet. Alors j'en profite pour refaire une blague que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est la différence entre, je la fais tout le temps maintenant, ça j'aime bien, entre lean et agile. Comme ça vous ne serez pas venu pour rien. Vous avez une phrase. Ça s'écrit pas pareil. Ça s'écrit pas pareil, ouais, non. C'est que en agile on n'utilise pas de mots japonais. Mais voilà, donc vous voyez que dès qu'on va sur des concepts qui viennent du lean, on a du Kanban, on a de l'OBEA, puis alors après on a plein de mots comme ça qui font chic dans les soirées, mais qui sont un peu compliqués. Donc l'OBEA, c'est simplement une war room, une playroom, la salle où on voit les choses. Donc vous pouvez y mettre plein de choses. Ça c'est par exemple un template qui est proposé par Kusayer, qui est voilà, par rapport à une équipe agile un peu standard, le genre de choses que vous pouvez mettre pour voir votre activité. Donc c'est un modèle. Donc c'est un modèle qui est plutôt orienté agile, Kanban, une équipe qui est en train d'essayer de monter en maturité sur son management agile. Quand on va discuter avec des gens qui viennent vraiment du lean, ça va être encore plus organisé que ça. C'est-à-dire que l'OBEA, la salle, elle répond vraiment à un agencement très spécifique. J'ai mis le plan là. Vous voyez, donc pour voir ensemble, agir ensemble, apprendre ensemble, on va avoir le produit cible, les indicateurs de performance, le macro-planning, le planning des équipes, la voix du client, qu'est-ce que le client attend de notre produit, les objectifs du projet, et puis, sur un mur, ça sera la conférence juste après, vous voyez, le monde est bien fait, la résolution de problèmes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un mur? Parce qu'on a besoin de mettre des A3 que ça prend de la place. Donc ce sera la conférence après, ça vous expliquera comment on fait la résolution de problèmes avec du A3, et on a besoin de dédier un mur à ça. Là je vous ai mis un petit article du Extrait du Monde, hein. C'était un patron, c'est Peugeot, ouais, PSA, qui dit voilà, chaque service a sa salle OBEA. D'accord? Parce que ça les a pas aidés. Hein. Ça les a pas forcément aidés. Donc la justification de l'OBEA est encore un lien avec une des sessions qui viennent après, se mettre en condition de faire du Kaizen, encore un mot japonais. C'est juste un mot snob pour dire on va faire de l'amélioration continue. Et donc là vous avez d'autres modèles pour pouvoir organiser votre OBEA room. Voilà, avec ça vous êtes pareil, chic dans les soirées, non, je fais plus du management visuel, je fais de l'OBEA room les gars. C'est quand même vachement bien. Donc retenez ça, hein, c'est-à-dire que surtout l'aspect important de l'OBEA, c'est vraiment voilà, le mur qui est dédié à la résolution de nos problèmes. Et puis voilà, donc on arrive à la fin, c'est-à-dire résumé. Les questions auxquelles on essaye de répondre, c'est qu'essayons-nous d'accomplir? Où en sommes-nous? On lit de droite à gauche, pourquoi, Pascal? Ça dépend des gens. Ben non, parce qu'on est en flux tiré. On est en flux tiré. On se pose la question, quels obstacles on a? Qu'est-ce qui perturbe notre flux? Quelles sont les déviations, les écarts? Quelle est notre prochaine étape? Qu'est-ce qu'on attend de cette prochaine étape? D'accord, ça c'est vraiment le raisonnement de l'amélioration continue en mode lean. Quand, comment pourrons-nous voir ce que nous avons appris de cette étape? Autrement dit, derrière, il y a la notion de données, d'indicateurs. Et puis, voilà, pour ce soir sur le management visuel.